J'ai subi une opération, et mes 3 enfants ont promis, nous resterons avec toi à tour de rôle. Jour 1, personne. Jour 2, personne. Jour 7, l'infirmière m'a demandé si j'avais même une famille. Le 13e jour, je suis sorti de l'hôpital et j'ai pris un Uber. Quand je suis rentré chez moi, j'ai remplacé 2 chauffe-eau, un toit, 3 moteurs de voiture et un plancher de cuisine entier au cours de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que ma hanche soit la prochaine. Le chirurgien, un jeune homme nommé Dr Léonard, qui semblait avoir la quarantaine et parlait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait pratiqué cette procédure 800 fois, m'a dit qu'une prothèse de hanche à 78 ans était, selon ses mots, très routinière. Il l'a dit comme les gens disent opération mineure quand ce n'est pas leur corps sur la table. J'ai hoché la tête poliment. J'ai hoché la tête poliment aux gens pendant 78 ans. C'est peut-être ma plus grande compétence, et cela ne m'a jamais servi une seule fois. Bienvenue à la revanche brute de papa. Installez-vous, car celle-ci va vous emmener quelque part. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous d'être abonné. Croyez-moi, vous allez adorer ici. Je m'appelle Albert Walker. J'ai 78 ans. J'ai été ingénieur pendant 40 ans. Je sais exactement combien de poids une structure peut supporter avant que quelque chose ne cède. Je n'ai simplement jamais pensé que j'aurais à appliquer ce calcul à mes propres enfants. J'ai prévenu mes 3 enfants 6 semaines avant la date de l'opération. 6 semaines. Je veux que vous gardiez ce chiffre à l'esprit. Pas 6 heures, pas 6 jours, 6 semaines complètes, 42 jours, pendant lesquels n'importe lequel d'entre eux aurait pu encercler une date sur un calendrier, organiser une babysitter, demander une demi-journée de congé, ou simplement conduire sur l'I-65 jusqu'à Bowling Green, Kentucky, pour s'asseoir avec leur père avant qu'ils ne subissent une anesthésie générale à 78 ans. Je vais vous raconter ce que chacun d'eux a fait pendant ces 42 jours. Raymond, mon aîné, il a 49 ans, m'a appelé un mardi soir de septembre. J'entendais la télévision en arrière-plan, une sorte de programme sportif, et la qualité particulière de son attention qui me disait qu'il faisait aussi défiler son téléphone. Il a dit, « Papa, ne t'inquiète pas. Nous serons tous là. » Puis il a demandé, avec ce que je ne peux décrire que comme une efficacité admirable, si j'avais récemment parlé à quelqu'un de la valeur de la propriété sur Sycamore Lane. Juste par curiosité, juste pour converser. Bella, ma 2e enfant, m'a envoyé un message vocal. 4 minutes et 22 secondes. Je connais la durée exacte car je l'ai écoutée 3 fois. Non pas parce que c'était émouvant, mais parce que j'attendais qu'elle dise quelque chose qui ressemble à un plan concret. Elle était tellement désolée pour le timing. Le travail était devenu absolument impossible. Son mari David avait un truc de travail. Les enfants avaient des trucs d'école. Elle allait absolument, certainement, définitivement trouver une solution et être là. Elle a utilisé l'expression « bien sûr papa » 4 fois en 4 minutes, ce qui fait environ un « bien sûr » par minute, ce qui est, je pense, un record personnel pour la sincérité sans substance. Et puis il y avait Nora. Nora m'a appelé un mercredi après-midi, 3 semaines avant mon opération. J'étais dans la cuisine en train de faire un sandwich, et j'ai senti une petite chaleur quand j'ai vu son nom sur l'écran. La façon dont on ressent de la chaleur à la vue de quelque chose qu'on aime, même quand ça nous a déçus plus de fois qu'on ne peut compter, j'ai répondu au 2e appel. Elle a demandé comment je me sentais à propos de l'opération. J'ai dit que j'étais nerveux mais prêt. Elle a dit que c'était bien. Puis elle a fait une pause. Un genre de pause très particulier que je connais depuis qu'elle a 19 ans. Et elle a dit qu'elle était en fait dans une situation délicate. Son loyer était court ce mois-ci. Pourrais-je l'aider? Elle a 30 ans. J'ai dit, oui, bien sûr, parce que je suis son père et j'ai toujours dit oui. J'ai transféré l'argent de mon téléphone pendant qu'elle était encore au téléphone. Elle a dit, merci, papa. Rétablis-toi. Et a raccroché. Elle n'est pas venue à l'opération. Elle n'a pas appelé pendant l'opération. Elle n'a pas, à ma connaissance, pensé à l'opération du tout après avoir reçu l'argent. Je veux faire une pause ici et vous dire quelque chose sur le matin de mon opération, car c'est important et je ne l'ai dit à personne. Je me suis réveillé à 5h15 du matin. Dans ma maison de Sycamore Lane. La maison était silencieuse, de cette manière particulière dont les grandes maisons sont silencieuses quand une seule personne y vit.
Pas paisible exactement, mais le genre de silence qui a une forme. Une attente. J'ai fait du café que je n'aurais pas le droit de boire. Je me suis assis dans ma chaise près de la fenêtre. Le soleil se levait au-dessus de la lisière des arbres, peignant tout de cet or fin du Kentucky qu'on n'a qu'en octobre. Et je me suis assis là et j'ai pensé, si quelque chose tourne mal aujourd'hui, la dernière conversation que j'ai eue avec ma plus jeune enfant était qu'elle me demandait de l'argent pour le loyer. J'y ai pensé un moment. Puis j'ai commandé un taxi pour l'hôpital. Je me suis enregistré et j'ai remis mon téléphone à une infirmière nommée Gloria pour qu'elle le garde pendant la procédure. Ils m'ont gardé 13 jours. Le rétablissement d'une prothèse de hanche n'est pas une mince affaire. Indépendamment de ce que le docteur Léonard et son calme infini voudraient vous faire croire. Il y a une douleur qui se présente à vous la nuit comme un invité indésirable. Il y a l'indignité d'une marchette, d'un bassin de lit, de la nécessité d'une aide pour faire des choses que l'on fait seul depuis l'âge de 2 ans. Il y a une sorte de solitude spécifique qui n'existe que dans les chambres d'hôpital. Pas la solitude de la solitude, avec laquelle j'ai fait la paix, mais la solitude d'être entouré de machines qui bipent et de lumières fluorescentes, et des sons lointains des familles des autres, et de n'avoir personne sur la chaise à côté de votre lit. Cette chaise, je l'ai regardée tous les jours. Elle était en vinyle bleu, légèrement tordue sur sa patte gauche, de sorte qu'elle penchait à peine d'un côté. J'ai mémorisé cette chaise comme on mémorise une cicatrice. Raymond a appelé le 2e et le 5e jour. Le 2e jour, il a demandé comment j'allais. Le 5e jour, il a demandé si j'avais un système de classement pour mes documents financiers, car il serait bon de s'organiser, papa, à un moment donné. Pas de précipitation. Je lui ai dit que mes documents étaient parfaitement organisés. J'ai été ingénieur pendant 40 ans. Chaque document que j'ai jamais possédé est étiqueté, daté et classé dans une armoire de mon bureau. Bella a appelé tous les jours du jour 1 au jour 6, ce qui semble dévoué, jusqu'à ce que vous compreniez que chaque appel durait environ 4 minutes, et consistait presque entièrement en des raisons pour lesquelles elle n'était pas encore venue, et des promesses quant à quand elle viendrait. Les raisons étaient créatives. Je lui accorderai cela. Le trafic, une grippe intestinale qui s'est avérée ne pas être une grippe intestinale, une pièce de théâtre scolaire qui s'est avérée être une répétition, pas la pièce réelle, une échéance de travail qui a changé. Tant d'excuses. Le 7e jour, elle a appelé et a dit qu'elle viendrait certainement le 9e jour. Le 9e jour, elle n'est pas venue. Elle a envoyé un SMS qui disait « Papa, je suis tellement désolé. Quelque chose est arrivé. Je t'expliquerai tout. Je t'aime. » J'ai lu ce SMS. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet bleu. J'ai regardé la chaise en vinyle bleu et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de façon dramatique, pas avec des larmes ou de la rage ou aucune des émotions que l'on pourrait attendre, mais tranquillement. La façon dont une fondation bouge, lente, certaine et permanente. Nora n'a pas appelé une seule fois après le transfert d'argent. Le 7e jour, Gloria, une infirmière d'une 50aine d'années, avec la chaleur efficace de quelqu'un qui a vu toutes les versions de la nature humaine que ce monde produit, est venue vérifier mes signes vitaux et m'a trouvé en train de lire un livre. Elle a jeté un coup d'œil à la chaise vide. Elle m'a regardé, elle a dit très doucement « Vous avez de la famille, monsieur Walker ?» J'ai dit « Oui ». J'ai souri en le disant. Elle a hoché la tête lentement, comme les gens hochent la tête quand ils comprennent quelque chose que vous n'avez pas dit, et a fini de prendre ma tension. Avant de partir, elle m'a serré la main une fois, juste une fois, et a dit « Appuyez sur ce bouton d'appel à tout moment. » D'accord. J'ai pensé à cette poignée de main tous les jours depuis. Le 13e jour, le docteur Léonard a signé mes papiers de sortie, a déclaré ma convalescence excellente et m'a serré la main. Un bénévole m'a conduit à la sortie dans un fauteuil roulant obligatoire, politique de l'hôpital, ont-ils dit, ce que j'ai trouvé à la fois touchant et absurde. J'ai appelé un Uber depuis le trottoir. Le chauffeur était un jeune homme nommé Tyler qui m'a demandé si j'avais passé un bon séjour. Je lui ai dit que c'était un hôpital. Il a ri. Nous avons roulé les 20 minutes jusqu'à Sycamore dans un silence confortable, ce qui est le meilleur genre de silence, celui que l'on choisit. Il m'a aidé jusqu'à ma porte d'entrée avec mon sac. Je l'ai remercié. Il a hoché la tête une fois, comme les jeunes hommes hochent la tête quand ils ne savent pas exactement ce qu'ils regardent, mais qu'ils sentent quelque chose. Et il est retourné à sa voiture. Je suis resté un instant devant ma propre porte d'entrée avant d'entrer.
Je ne sais pas exactement pourquoi. Ma hanche me faisait mal. J'avais une marchette, une feuille de décharge et un petit sac de médicaments dans un sac en papier blanc de pharmacie. Il n'y avait aucune raison logique de rester sur mon porche comme un homme attendant d'être admis. Mais je suis resté là, juste un instant, à regarder la porte que j'avais accrochée moi-même en 1989. La poignée en laiton que j'avais remplacée 2 fois. La petite fissure dans le panneau supérieur gauche que je n'avais cessé de vouloir réparer et que je n'ai jamais fait. Je suis entré. La maison était exactement comme je l'avais laissée 13 jours auparavant. Cela semble une chose simple. Ce n'est pas une chose simple. Quand vous vivez seul et que vous partez pendant 13 jours et que vous revenez et que la maison est exactement comme vous l'avez laissée, cela signifie que personne n'est venu. Pas pour arroser la plante sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Pas pour vérifier le courrier qui s'accumulait dans la boîte près de la porte, ou simplement être présent dans l'espace où vous vivez. Personne n'est venu. J'ai posé mon sac. Je me suis déplacé lentement dans la cuisine, de la façon dont on se déplace quand son corps a traversé quelque chose et négocie encore les termes de la récupération. J'ai rempli la bouilloire. Je l'ai posée sur la cuisinière. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le jardin, les rosiers le long de la clôture sud, le chêne, le banc en bois que j'ai construit il y a 20 ans et qui a survécu à tous les hivers du Kentucky depuis. Tout est exactement comme je l'ai laissé. J'ai pensé à la chaise en vinyle bleu de la chambre 114. La façon dont elle est restée vide jour après jour, légèrement inclinée sur sa patte gauche, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. J'ai pensé à Gloria me demandant si j'avais de la famille, et au sourire qui m'a coûté quelque chose que je n'ai pas encore pleinement nommé. J'ai pensé à la voix de Nora au téléphone, « Merci, papa. Rétablis-toi. » Et le silence spécifique qui a suivi. J'ai pensé à ce que signifie aimer les gens. J'aime mes enfants, comme je construis les choses, soigneusement, avec les bons matériaux, en faisant attention à ce qui durerait. Non pas parce que quelqu'un regardait, non pas parce qu'il y avait un avantage pour soi, parce que l'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas une performance que vous donnez quand les enjeux sont suffisamment élevés. J'ai préparé mon thé. Je l'ai soigneusement apporté à ma chaise près de la fenêtre, la chaise où je me suis assis pendant 30 ans, celle avec l'accoudoir usé sur le côté droit où mon coude repose toujours. Je me suis assis. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre sous un angle bas, comme en octobre, mince, doré et légèrement mélancolique. Je suis resté là un moment, juste assis. La maison était silencieuse autour de moi, pas le silence paisible d'un dimanche matin, ou le silence confortable d'un homme qui apprécie sa propre compagnie, l'autre silence, celui qui a une forme. J'ai eu 13 jours pour comprendre certaines choses de ma vie. J'ai fini mon thé. J'ai posé la tasse sur la table d'appoint, puis j'ai pris le téléphone, non pas pour appeler Raymond, ni Bella, ni Nora. J'ai appelé Michael Simmons, mon avocat depuis 26 ans. Il était temps de faire un peu d'ingénierie. Si vous écoutez depuis un moment, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et cela signifie tout pour nous. Appuyez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes et laissez vos réflexions dans les commentaires. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les ingénieurs. Nous ne réagissons pas, nous répondons. Il y a une différence, et cette différence est tout. Une réaction est un réflexe, une porte qui claque, une chose criée que l'on ne peut pas reprendre. Une réponse est mesurée, calculée. Vous évaluez la charge. Vous déterminez la solution structurelle appropriée. Vous construisez en conséquence. Michael Simmons est mon avocat depuis 26 ans. C'est un homme patient, Gérald. Patient et précis, deux qualités que je respecte énormément, ayant passé ma carrière d'ingénieur entouré de gens qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Quand je l'ai appelé de ma cuisine ce soir d'octobre, me déplaçant encore prudemment avec ma marchette, encore sensible de façon que je ne décrirai pas, il a écouté sans m'interrompre pendant 11 minutes pendant que je lui disais ce dont j'avais besoin. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Albert, êtes-vous sûr ?» Je lui ai dit que j'étais sûr depuis le 7e jour. Il a dit qu'il rédigerait les documents. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai bu mon thé. Dehors, par la fenêtre, le ciel du Kentucky s'assombrissait au-dessus de la lisière des arbres, et le quartier s'installait dans ses bruits du soir. Une tondeuse à gazon 2 rues plus loin, le chien de quelqu'un, le klaxon lointain d'un train de marchandises qui passe.
des sons ordinaires. Les sons d'une vie qui continue, que quelqu'un se présente ou non. 6 semaines après ma sortie, j'ai appelé mes 3 enfants et je les ai invités à dîner. Je veux être précis sur mes intentions ce soir-là, car je pense que la précision est importante. Je ne montrais pas de faiblesse. Je ne posais pas un piège, exactement. Je faisais quelque chose de plus élémentaire que l'une ou l'autre de ces choses. Je leur permettais simplement de me montrer qui ils étaient, et ensuite j'allais m'en souvenir. J'ai fait le pain de maïs à partir de 0, comme leur mère le faisait. Je n'en dirai pas plus que cela. Certaines recettes sont des souvenirs, et j'étais assez généreux pour partager les miens. J'ai mis la table avec les belles nappes. J'ai mis Coltrane à bas volume sur la chaîne hi-fi. J'étais, de toutes les mesures visibles, un homme de 78 ans chaleureux, simplement heureux que sa famille soit venue. Raymond est arrivé le premier. Il arrive toujours le premier parce que Raymond comprend qu'arriver le premier est en soi une déclaration de fiabilité, de dévotion, d'être le responsable. Il a franchi la porte avec une bouteille de vin rouge. Je soupçonne qu'elle coûtait $40 et l'énergie spécifique d'un homme qui a répété son entrée. Il m'a serré dans ses bras. Il a gardé l'étreinte un battement plus longtemps que d'habitude. Puis ses yeux ont parcouru le salon. La moulure de couronne, la cheminée, les étagères encastrées que j'ai installées moi-même en 1987. Jusque dans la cuisine, les comptoirs rénovés, les appareils électroménagers. De retour au salon. Une évaluation professionnelle rapide déguisée en sourire chaleureux. L'endroit est magnifique, papa, a-t-il dit. C'est comme ça a toujours été, ai-je dit. Je sais. C'est juste. C'est magnifique. Bella est à peu près à l'heure. Elle est entrée, essoufflée, un gobelet aux pêches acheté en magasin à la main, le geste d'une femme qui sait qu'elle doit plus qu'un gobelet, mais espère qu'un gobelet suffira. Elle m'a serré dans ses bras pendant longtemps. Je pouvais sentir son soulagement de me trouver debout et fonctionnel. Puis elle s'est assise, et avec l'architecture soignée de quelqu'un qui avait répété pendant 6 semaines, elle a commencé à expliquer l'hôpital. Je ne la raconterai pas en entier parce qu'elle ne mérite pas la dignité d'un récit complet. Il y avait des références à une grippe intestinale, à l'emploi du temps de David, au calendrier scolaire des enfants, à un problème de plomberie qui, j'en suis sûr, n'existait pas. Elle a utilisé l'expression « je me suis senti terriblement mal » 3 fois, ce qui est toujours intéressant, car les gens qui se sentent terriblement mal à propos des choses remuent habituellement ciel et terre pour ne pas faire ces choses. J'ai écouté chaque mot avec la patience d'un homme qui a passé 40 ans à lire des rapports d'ingénierie, c'est-à-dire que j'ai absorbé l'information sans y réagir, les classer avec précision et tiré mes propres conclusions en privé. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Elle a expiré. J'ai passé le pain de maïs. Nora est arrivée la dernière, 38 minutes après l'heure du dîner indiqué, arborant l'expression qu'elle a portée depuis l'adolescence, une sorte d'ennui préventif, comme si la vie était une salle d'attente, et qu'elle espérait toujours être ailleurs. Elle m'a embrassé sur la joue. Elle s'est assise. Elle n'a pas mentionné l'hôpital. Elle n'a pas mentionné l'argent. Elle a pris sa fourchette et a demandé ce qu'il y avait dans la casserole. Elle a vérifié son téléphone 2 fois avant que le repas ne soit à moitié terminé. Je les ai tous les 3 observés. La façon dont Raymond regardait constamment les bibliothèques. La façon dont Bella riait un peu trop facilement de tout ce que je disais. La façon dont Nora mangeait avec le contentement spécifique de quelqu'un qui n'a aucune idée qu'elle auditionne pour quelque chose. Puis j'ai posé ma fourchette. Je voulais mentionner quelque chose, ai-je dit, depuis l'opération. Cela m'a fait réfléchir. La table s'est ajustée. Subtilement. Un changement de posture, une légère concentration de l'attention. Mais je suis ingénieur. J'ai remarqué les changements de charge. À 78 ans, ai-je dit, ça ne fait pas de mal de mettre ses affaires en ordre. J'ai travaillé avec Michael sur certaines choses, juste pour m'assurer que tout est là où il doit être le moment venu. Alors Raymond a dit très prudemment, ça semble très sensé, papa. Bella a dit, bien sûr. C'est tellement responsable. J'ai pris ma fourchette et j'ai dit, encore du pain de maïs. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au cours des mois suivants avec la lente inévitabilité de quelque chose que vous avez correctement conçu. Raymond a commencé à appeler tous les dimanches à 10h. Pas 10h15, pas 9h50, 10h, précis comme une mesure.
Il demandait des nouvelles de ma santé, de mon appétit, de mon sommeil, de mon genou, de ma hanche. Raymond, j'ai eu une opération de la hanche. Et après 15 minutes de performance de fils dévoué, il trouvait un moyen de mentionner très naturellement une question sur la maison. Avais-je pensé à une hypothèque inversée? Avais-je parlé à un conseiller financier récemment? Étais-je à jour avec les impôts fonciers? Juste des choses pratiques. Juste pour anticiper, papa. Bella a commencé à apparaître le jeudi avec des courses. De vraies courses. Pas des fleurs de station-service et une boîte de crackers, mais de vraies courses réfléchies. La marque de café que je bois, la soupe particulière au pain de blé qu'elle savait que j'aimais. Elle était chaleureuse, serviable et vraiment agréable en compagnie. Et, assis en face d'elle dans ma cuisine ces jeudis après-midi, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Du chagrin. Non pas pour ce qui se passait maintenant, mais pour ce qui aurait pu se passer depuis le début. Pour la version de Bella qui aurait pu se présenter le 3e, le 6e ou même le 10e jour, n'importe quel jour, un seul jour sur 13, et s'asseoir sur cette chaise en vinyle bleu, et juste être là. Cette Bella, celle avec les courses et une attention sincère. Elle était là depuis le début. J'ai bu mon café et j'ai parlé avec elle des petits-enfants et de son jardin et j'étais comme toujours chaleureux. Nora a même envoyé de courts messages, approximatifs grammaticalement mais des messages. Salut papa, comment vas-tu? Et il fait froid dehors. Reste au chaud. Et une fois, de manière mémorable, une photographie d'un coucher de soleil sans aucun texte d'accompagnement, ce qui, je pense, était sa version de la poésie. Je leur ai tous répondu avec des phrases complètes et une ponctuation appropriée. Parce que j'ai 78 ans et que j'ai été bien élevé. Ils ont appelé, ils ont rendu visite, ils ont montré la dévotion qu'ils auraient dû offrir librement, maintenant offerte comme un investissement. J'ai accepté chaque visite. J'ai cuisiné. J'ai ri. J'ai posé des questions sur leur vie. Je n'ai jamais mentionné l'hôpital. Pas une seule fois. Pas une seule référence, pas un commentaire en passant, pas même le silence prudent qui signale des choses non dites. Je ne leur ai rien donné contre quoi se défendre, rien à s'excuser, rien à négocier. L'hôpital était arrivé. Je l'avais traité seul, comme j'ai traité la plupart des choses dans ma vie. Je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. J'avais besoin qu'ils comprennent. Et la compréhension, d'après mon expérience, est mieux atteinte non par la conversation, mais par les conséquences. La conséquence était déjà écrite. Michael avait les papiers. Jeudi de mars, 5 mois après l'opération, et je suis assis sur mon porche à Sycamore Lane, avec une tasse de café et la satisfaction spécifique d'un homme qui a ses affaires très bien en ordre. La matinée du Kentucky fait ce que les matinées du Kentucky font en mars, elle se dispute avec elle-même pour savoir si c'est encore l'hiver. Le cornouiller dans la cour avant envisage de fleurir. Le garçon à Rove, 2 maisons plus loin, tente sans succès de démarrer une tondeuse à gazon. Un cardinal se pose sur la balustrade de mon porche pendant 11 secondes, me regarde avec l'indifférence franche d'une créature qui ne doit rien à personne, et repart. Je pense à ce cardinal plus que ce n'est probablement rationnel. Ma hanche va bien, mieux que bien. Le docteur Léonard a fait du bon travail. Je marche 2 miles tous les matins maintenant, ce qui est plus que ce que je marchais avant l'opération, ce qui signifie peut-être que toute cette épreuve m'a fait du bien mécaniquement, même si cela confirme certaines faiblesses structurelles ailleurs. J'ai toujours été meilleur que la plupart des gens pour remarquer les faiblesses structurelles. C'est le fait d'être ingénieur. J'ai fait un don le mois dernier à la fondation de l'hôpital, un fonds spécifique pour le confort et les soins des patients, le genre de fonds qui achète des couvertures chaudes et de meilleures chaises pour les chambres où les gens attendent seuls. Je l'ai fait au nom de Gloria, l'infirmière qui m'a serré la main. Je n'ai rien dit à personne. Je n'avais pas besoin de le faire. Il y a maintenant 3 œuvres de bienfaisance dans mon testament, là où il y avait autrefois les noms de 3 enfants. La première est une organisation d'anciens combattants de Louisville, des hommes et des femmes qui ont tenu bon quand personne n'est venu les chercher non plus. La seconde est une bourse d'ingénierie à l'université Western Kentucky, parce que je crois en la construction de choses durables et qu'un jeune esprit avec les bons outils est la structure la plus durable que je connaisse à financer. La troisième est un fonds pour l'hôpital pour enfants, que j'ai choisi parce que les enfants n'ont pas choisi d'être dans des lits d'hôpital. Ma maison sur Sycamore Lane, 4 chambres,
moulure d'origine en bois dur que j'ai installé moi-même en 1987. Les rosiers le long de la clôture sud, qui fleurissent depuis 1995, vont avec le domaine être liquidés pour ces mêmes œuvres de bienfaisance. Michael le sait. Michael le sait depuis octobre. Michael est un homme patient et précis, et il gérera tout exactement comme je l'ai spécifié. Il y a un document supplémentaire dans le dossier, une lettre, une page écrite à la main dans mon écriture d'ingénieur. Les petites lettres nettes d'un homme qui a passé 40 ans à s'assurer que ces mesures étaient lisibles. Elle est adressée à Raymond, Bella et Nora, à ouvrir après. Je vais vous dire ce qu'elle dit. Elle dit ceci, au moment où vous lirez ceci, vous aurez des questions. Je veux répondre à celle qui compte le plus, parce que j'ai été ingénieur pendant 40 ans et que je crois en l'exactitude des informations. J'ai été hospitalisé pendant 13 jours après mon opération de la hanche. L'opération a eu lieu le 4 octobre. J'ai été renvoyé le 17 octobre. Je suis rentré en voiture que j'ai commandée depuis mon téléphone. Je vous ai donné la date 6 semaines à l'avance. Je veux être précis là-dessus. 6 semaines. Je n'écris pas cela avec colère. Je l'écris parce que je crois que vous méritez de connaître la raison exacte de chaque décision dans ce document. En ingénierie, nous appelons cela la transparence. Dans une famille, je suppose que cela porte d'autres noms. La maison a été bien construite. Je l'ai entretenue avec soin. J'espère que les œuvres de bienfaisance la trouveront utile. Je vous aime. Cette partie n'a jamais changé. Albert Walker. Bella arrive à 11 h avec un gâteau au café et la vivacité spécifique d'une femme qui a décidé que ce serait une bonne visite. Elle porte la veste jaune que je sais que j'aime. Elle franchit le portail en appelant « Papa », même si elle peut me voir distinctement sur le porche, une habitude qu'elle a depuis ses 7 ans et que j'ai toujours trouvée secrètement attendrissante. Elle s'assied sur l'autre chaise du porche. Nous parlons du projet scientifique de sa fille, du prix des courses et si je pense qu'il fera assez chaud pour planter bientôt. Elle est de bonne compagnie. Elle l'a toujours été quand elle venait. Je la regarde par-dessus le bord de ma tasse de café. Elle a 30 ans, ma Bella. Elle a les mains de sa mère. Elle rit au bon moment et pose de vraies questions. Et elle est, assise ici sous la lumière de Mars dans sa veste jaune, vraiment adorable. Je l'aime. Ce n'est pas compliqué. On peut aimer quelqu'un et quand même changer son testament. On peut aimer quelqu'un et quand même laisser les conséquences être des conséquences. On peut aimer quelqu'un complètement et honnêtement, et quand même refuser de faire semblant que 13 jours de chaise vide étaient autre chose que ce que c'était. Elle ne sait pas. Elle n'a aucune idée. Elle pense qu'elle est ici à boire du café avec un père reconnaissant, dont elle a regagné l'estime, et dont elle hérite lentement, soigneusement, chaleureusement du domaine. Elle pense que les courses du jeudi, les appels du dimanche et la veste jaune ont fonctionné. Et d'une certaine manière, les voix humaines, les voix paternelles, ont fonctionné. Ils m'ont rendu une version de mes enfants que j'avais cessé de croire exister. J'en suis reconnaissant. Les papiers ne connaissent pas la veste jaune. Raymond appelle à 10 h le dimanche comme prévu. Nous parlons pendant 18 minutes. Il s'enquiert de mon sommeil. Bien. Mon genou, ma hanche. Raymond. Mon appétit. Excellent. J'ai encore fait un pot-au-feu. Et puis, pile à l'heure. Aussi fiable qu'un calcul de charge. Il mentionne qu'une maison 2 rues plus loin vient de se vendre considérablement plus cher que prévu. Juste intéressant, dit-il. Juste quelque chose qu'il a remarqué. Juste en pensant au marché, papa. Dis-je. Quoi qu'il en soit, dit-il, je veux juste que vous sachiez que nous sommes tous là pour vous. Quoi que vous ayez besoin. Je regarde par ma fenêtre le cornouiller, qui a pris sa décision et commence à fleurir. Pile à l'heure, que quelqu'un l'ait demandé ou non. Je sais que vous êtes là, Raymond, je dis. Je sais. Nora appelle un mardi. C'est sans précédent. Elle appelle et elle demande sans préambule si je veux déjeuner un jour. Juste nous deux. Elle dit qu'elle a réfléchi. Elle dit, et cela résonne différemment de tout ce qui a résonné auparavant. Elle dit, j'ai l'impression de ne pas te connaître si bien, papa. C'est bizarre à dire? Je reste immobile un instant. Ce n'est, en fait, pas bizarre à dire.
C'est la chose la plus vraie qu'elle m'ait dite de mémoire récente. C'est aussi, je le note, avec la clarté détachée d'un homme qui a déjà classé ses papiers, environ 5 mois trop tard. Mais je suis son père, et j'ai 78 ans, et le cornouiller fleuri. Ce n'est pas bizarre à dire, lui dis-je. J'aimerais beaucoup. Nous sommes allés dîner le samedi suivant. Elle a commandé des crêpes. J'ai commandé des œufs. Nous avons parlé pendant 2 heures, d'une manière que nous n'avions jamais eue auparavant. Pas d'argent, pas d'héritage, pas de la performance minutieuse du devoir familial. Juste de la conversation. Elle me parle d'un homme qu'elle fréquente, ce qui est nouveau. Elle me dit qu'elle pense à changer de carrière, ce qui est aussi nouveau. Elle me pose des questions sur l'ingénierie, ce que je faisais réellement, ce que je construisais réellement, d'une manière qui suggère qu'elle est vraiment curieuse et qu'elle a toujours un peu oublié de poser la question. Je lui parle du projet de pont en 1987, de l'usine de traitement de l'eau. De cette fois où un calcul erroné lors d'un test de contrainte nous a coûté 3 semaines et j'ai dû présenter les résultats à une salle pleine d'hommes qui étaient considérablement moins indulgents face aux erreurs que j'essaie de l'être. Elle écoute. Elle rit aux bons endroits. Elle dit, je ne savais rien de tout ça. Tu n'as pas demandé, dis-je doucement, sans accusation, simplement avec précision. Elle reste silencieuse un instant. Puis elle dit, je suis désolée de ne pas être venue, papa. À l'hôpital. J'ai essayé de trouver comment dire ça pendant des mois. Je la regarde de l'autre côté de la table du restaurant. Mon enfant. Les crêpes deviennent légèrement froides. Et je ressens le poids complexe d'être parent. L'amour qui n'exige pas de mérite. La blessure qui n'exige pas de drame. Le pardon qui n'est pas la même chose que l'oubli. Je sais, je dis. Je ne dis pas, c'est bon, car ce n'était pas bon. Je ne dis pas, ne t'inquiète pas, car elle devrait s'en inquiéter quelque peu. Je ne dis pas, le testament a été changé et aucun de vous n'y est plus. Je dis, je sais, et je le pense, et je prends mon café et nous continuons à parler. C'est un samedi matin maintenant, début avril, et je suis dans mon jardin sur Sycamore. Les rosiers le long de la clôture sud reviennent. Ils reviennent chaque année, ce qui est une des choses que j'aime chez eux. Pas de drame, pas d'annonce, pas besoin que quiconque les remarque. Ils reviennent, c'est tout. Je les ai plantés l'année où cette maison est devenue la mienne, et ils ont survécu à plus que ce que je m'attendais, et ils me survivront très probablement, ce que je trouve non pas triste, mais raisonnable. J'ai 78 ans. J'ai eu ma hanche remplacée. Je suis rentré en Uber. J'ai changé mon testament. J'ai mangé du pot-au-feu avec mes enfants plusieurs fois depuis, et ils sont, de la manière qui leur reste accessible, de bonne compagnie. Ils pensent qu'ils héritent de cette maison. Ils héritent des samedis matins s'ils le veulent. Ils héritent du pain de maïs et d'un coup de téléphone occasionnel, et d'un père qui, malgré tout, reste chaleureux. C'est ce qui est disponible. C'est ce que j'ai à donner. Les papiers sont au service de Michael. Le cardinal est de retour sur la balustrade. Le même peut-être. Probablement pas. De toute façon, il me regarde avec cette indifférence franche et royale. Une créature non alourdie par l'attente, ne devant de visite à personne, arrivant et partant entièrement à ses propres conditions. Je lève ma tasse de café vers lui. Bonjour, dis-je. Il reste 9 secondes, puis il s'en va. Je retourne à mes rosiers. La chose à propos de l'ingénierie, ce que les gens qui ne l'ont pas pratiqué ne comprennent souvent pas, c'est que le travail le plus important est invisible. C'est le calcul avant le coulage, le test de contrainte avant la construction, la mesure qui ne ressemble à rien jusqu'à ce que la structure tienne pendant 50 ans. Et tout le monde a oublié de se demander pourquoi. J'ai bien construit ma maison. Je l'ai entretenue avec soin. J'ai tout planifié, tout documenté, tout classé dans des dossiers étiquetés dans une armoire de mon bureau. Le moment venu, Michael ouvrira un dossier, passera quelques appels, et tout ira exactement là où j'ai décidé que cela devait aller. En octobre, assis dans ma cuisine avec une tasse de thé et une marchette, et 13 jours d'informations claires sur les personnes que j'avais élevées. En ingénierie, nous appelons cela une structure saine. Mes enfants, Dieu les aime, l'appelleront tout autre chose, mais je ne serai pas là pour l'entendre. Et d'une certaine manière, assis ici, en ce matin d'avril, avec mon café, mes rosiers et le fantôme d'un cardinal sur ma balustrade,
C'est la pensée la moins troublante que j'ai eue depuis très longtemps. Le testament est écrit. Les rosiers fleurissent. Tout est exactement là où il doit être. Si vous avez apprécié cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je vous verrai sur la prochaine.